sécurité. Et qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que le gouvernement qui sera mis en place après les consultations sera à même de juguler la crise À sécuritaire ta place, en 30 à secondes? ta place, je poserai aussi la question de savoir quelle nouvelle offre aurait convaincu Katumbi à retourner vers Kabila. Mais pour répondre vraiment à votre question, la gouvernance est une question d'impulsion. Si derrière Kabila, le maître mot était tout ce que vous avez vu là, les détournements des Matata Pognon, tous ces gens-là ont fait sous impulsion de Joseph Kabila, puisque dans son règne, les vols, les détournements, les pillages étaient un sport. On donne la couronne à celui qui les fait mieux. Tshisekedi a mis fin à ça. Ceux-ci s'étant considérés comme l'apôtre Paul, ils ont dit nous cessons d'être persécuteurs de l'Église. On doit nous baptiser Paul plutôt que Saul que nous avons été. Pourquoi leur fermer la porte? Si Tshisekedi d'entre eux du pouvoir, il a cru en ces changements en se mettant ensemble avec Joseph Kabila avant que ce dernier ne lui montre sa vraie face. Pourquoi à Kabila on pouvait faire confiance, mais pas aux autres? Donc, je pense que les consultations étaient le moment de consolider cette cohésion, encore que ceux-ci se sont disposés à oublier les anciennes méthodes de gouvernance sous Joseph Kabila et d'adopter les nouvelles apportées par Félix Tshisekedi. En fait, j'ai vu pire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un élément de comparaison au régime de Kabila. J'ai dit à tout seigneur, tout honneur. En termes de gouvernance, n'en parlons pas, en termes de détournement de fonds. 324 millions de dollars, jeu de la francophonie, vous êtes au stade. Donc vous comprenez que j'ai vu pire. C'est pour ça que, ayant comparé ce que j'ai vu, parce qu'à l'époque de Kabila, je n'avais pas un régime à opposer à ce régime-là. C'était normal que je sois dans l'opposition, parce que je penserais que c'était celui qui était le plus pire de ce régime-là. Mais aujourd'hui, j'ai un régime à opposer au régime de Kabila. Non, Kabila à tout seigneur, tout honneur. L'Union sacrée peut consulter l'Union sacrée, ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on dit, les réseaux sociaux s'enflamment. Ceux qui veulent se faire nommer ministre, être sur la liste de ministrables, ils doivent débourser 1 million de dollars américains pour être sur la liste des ministrables. Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Des analyses pointues, nos experts vous apportent un éclairage pertinent sur les événements marquants et leur implication
des débats constructifs. Ici, les personnalités des divers horizons y défilent pour confronter leurs idées dans un esprit de respect, dans un esprit de dialogue. Nous sommes contents que vous soyez là encore à nous regarder et surtout à suivre cette émission. Merci de votre intérêt que vous ne cessez de témoigner à cette tribune qui s'impose et qui est consommée avec délectation dans différents salons politiques. Nous vous en remercions énormément. Nous sommes là parce que l'actualité l'exige. Nous allons certainement parler de beaucoup de choses. Ce que vous ne savez pas, Politico RDC reste un canal indispensable pour rester informé et développer votre pensée critique et en même temps participer activement aux discussions qui animent notre société. Sur ce plateau, nous allons tout d'abord, avant de dérouler le menu de ce jour, présenter les invités des matières grises qui ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. On a d'un côté Cédric Moudiantou. Comment allez-vous? Vous êtes au cadre du parti politique cher Didier Boudimbu. Ça s'appelle encore comment? Autre vision du Congo. Autre vision du Congo, AVC. Comment allez-vous? Je vais très bien, cher Gédéon. Je remercie de m'associer à cet échange. Je salue les téléspectateurs, les nombreux abonnés, je voulais dire, des politiciens. Mais bien entendu, évidemment, je salue également mon aîné en face, Pati Katanga, dont j'apprécie toujours la pertinence de réflexion. Pour répondre à votre question, le parti Autre Vision du Congo va très bien. Son autorité morale, Maître Didier Boudimbu, tout comme l'ensemble du collectif de ces cadres. Donc, nous continuons à projeter l'avenir, soutenant les initiatives qui tendent à améliorer la situation des Congolais et bien évidemment aussi à insuffler de l'espoir pour l'avenir. Allez, merci, un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent en province, car l'émission est reprise par des stations radio, surtout en province. On a de l'autre côté, Pati Katanga, doyen. Je disais avant l'émission que c'est l'un des meilleurs partenaires de Politico parce que chaque fois quand on l'appelle, il n'hésite pas à répondre s'il a un agenda compliqué. En tout cas, il vous l'a dit. Comment allez-vous? Très bien, très bien. La pluie vous a béni? Vous a apporté de la grêle ou de la bénédiction? La pluie, par essence, c'est une bénédiction. Vous savez, dans le pays du Sahel, quand il pleut, on fait la fête. Malheureusement, la mauvaise gouvernance a fait que dans notre pays, lorsqu'il pleut, c'est un danger d'électrocution, danger de ne plus pouvoir utiliser les routes, soit les routes asphaltées ou les routes en terre, multiples dangers. On va y arriver. Mais ici, d'abord, il faut remercier les téléspectateurs. C'est lui les consommateurs, donc c'est lui notre client. C'est eux qui nous portent, bien sûr. Exactement. Je salue à travers toute la République, parce que cette chaîne, maintenant, quand on passe à votre chaîne politique, on entend des échos qui viennent même du Japon. On entend des même échos. Au Japon, il y a des gens qui nous regardent. Oui, on entend des échos qui viennent de très loin, en Nouvelle-Zélande. Et donc, aussi dans la République démocratique du Congo, les Congolais qui veulent avoir les nouvelles de leur pays. Donc, j'ai dit à ceux qui vont nous suivre, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle ils vont nous suivre. Je salue la chaîne elle-même, parce que c'est une chaîne qui est en train de monter. Au fait, elle est née il n'y a pas longtemps, mais elle est en train de prendre l'ascenseur. On a une année, oui. Parce que Politico est né sur les cendres de l'ancienne chaîne Non à la balkanisation. Il est en train de prendre l'ascenseur parce qu'il y a du sérieux. Et puis, il y a mon co-débatteur qui est venu aujourd'hui, la jeunesse. J'apprécie beaucoup. La fougue de la jeunesse. La jeunesse, mais la bonne jeunesse. La jeunesse potable. Celle qui est formée. Celle qui réfléchit. Celle qui veut prendre la relève. J'exergue les fanatismes. J'exergue ceux qui insultent. J'exergue ceux qui pensent que la politique est sa chance et l'or au pamba. Non. La politique, c'est le métier de la noblesse. Parce qu'elle a pour vocation à trouver des solutions aux problèmes de la société. Et donc, je congratule mon co-débatteur qui doit avoir une tête bien faite. Et donc, je pense que nous aurons un bon débat. Allez, nous avons bon espoir que
Vous aurez à passer du bon temps de télé. Si vous avez besoin d'un débat constructif, allez, vous n'avez qu'à rejoindre la grande famille des politiciens ici. Nous prenons tout le soin des produits, des contenus éducatifs, surtout constructifs. Voilà. Même si le débat est devenu ce qu'il est. Oui, mais on a ici l'avantage d'avoir deux intervenants qui ont sublimé les débats politiques dans ces pays. Allez, on va aller à l'essentiel, l'actualité. Pendant un long moment, Kinshasa a longtemps tergiversé pour finalement changer d'approche et chercher à ouvrir un dialogue avec les agresseurs de la Plumukatu du Congo. Pour vous, cette approche était justifiée par quoi? Est-ce que c'est parce que Kinshasa se disait qu'on a le contrôle de la situation souterraine? Est-ce qu'on continue à l'avoir si auparavant on avait le contrôle? Non. Kinshasa n'a pas changé d'avis. Je ne me souviens d'aucun moment où le président de la République, Félix Tshisekedi, avait refusé de dialoguer. Cependant, reconnaissant que la procédure, le mode de résorbation des crises en Afrique, comme une sorte de rituel, c'est se mettre autour de ces fameux arbres à palabres, mais bien entendu, cela sous-tend la compréhension ou même encore l'existence d'une thématique qui appellerait à cet arbre à palabres. Le chef de l'État, lorsqu'il répondait à ces demandeurs du dialogue, n'avait pas dit effectivement qu'il n'y avait pas de crise. Mais encore fallait-il définir de quelle crise s'agissait-il. Puisque le préalable devait être là. On devait avoir en face de nous les interlocuteurs impliqués dans la crise de manière à ce que nous apportions une solution à cette crise. C'est ça le vrai préalable. Et à ça, le chef de l'État n'a jamais donné un avis contraire. Mais c'était plutôt un préalable réfléchi. Aujourd'hui que les choses semblent aller dans ce sens-là, c'était évident, c'est bien normal que nous puissions nous mettre autour d'une table et voir qu'est-ce qui se passe. C'est une guerre d'agression. C'est une situation sécuritaire. À travers le monde, nous avons vu des situations pareilles. La guerre. La guerre est un conflit. Or, un conflit ne trouve toujours pas solution à travers les armes. Nous avons vu en Ukraine, nous avons vu Hamas et Israël, et j'en passe. Nous faisons la guerre, c'est vrai, mais nous n'excluons pas les négociations. Parce qu'après la guerre, il faudrait bien sûr que nous trouvions une pacification, une voie de pacification, de sortie, de manière à ce que peut-être nous ne revenions plus à cette étape, à cette situation dans l'avenir. Également pour la RDC. La difficulté qu'on a fait dans cette histoire, c'est que les vrais acteurs sont restés longtemps camouflés. Ça veut dire, nous étions dans une série de situations ambiguës, où vous êtes agressé, mais vous ne savez pas les vrais agresseurs, ou encore le vrai agresseur. En face, vous ne saurez pas avoir le vrai interlocuteur. Est-ce que, avez-vous raison avec de dire ça? Les agresseurs du Congo sont connus depuis la nuit des temps. Non. Les agresseurs du Congo sont connus de l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais l'ambiguïté s'est posée à travers le temps par le fait que, cher ami, vous êtes sur Google, vous frappez génocide. Vous ne verrez pas, on ne vous parlera jamais du génocide congolais. On vous parle par ailleurs du génocide rwandais. Et pourtant, au Congo, ça fait plus de génocide qu'au Rwanda. Pourquoi? Parce que dans la durée, celui qui devait porter la défense du génocide congolais était impliqué dans ce génocide. Voilà pourquoi on n'a même pas vu de sanctions durant une longue période. Il fallait maintenant que les choses soient clarifiées. Lorsque la gouvernance changerait et que l'on ait une autre diplomatie qui alerterait le monde que là-bas, ça fait aussi génocide. Je pense que c'est là que nous avons commencé à avoir la clarté. Donc Tshisekedi a apporté une clarification de la situation de manière à ce qu'aujourd'hui, même la communauté internationale a indexé l'agresseur, chose qui n'était pas faite hier, de manière à ce que maintenant nous soyons fixés sur avec qui nous devons négocier. D'où la nécessité maintenant de dialoguer. Allez, Pati Katanga, n'y a-t-il pas eu de changement d'approche dans la politique ou dans la façon de comprendre les enjeux et d'élever les options pour de perspectives meilleures? Les faits factuels ont contraint M. Félix-Antoine Tshisekedi à changer sa posture. Rappelez-vous, je ne parlerai jamais avec les pantins. Je ne parlerai jamais alors, avec les rigolos de Nairobi.
Je ne parlerai jamais avec les terroristes. Même s'ils arrivaient devant la porte de mon domicile, qui se trouve là-bas au camp Tchatch, je ne leur parlerai Mais il jamais. n'avait jamais dit ou fermé la porte à une quelconque négociation. Cédric l'a dit. Aujourd'hui, on le voit, il a affiché sa volonté de dialoguer avec le vrai agresseur. Laissez-moi évoluer. Vous ne pouvez pas avoir traité les gens de terroristes. Vous ne pouvez pas avoir traité les gens de pantins. Vous ne pouvez pas avoir traité les gens de rigolos de Nairobi. Et ces gens-là, par la guerre, ils vous ont contraint à la négociation. La négociation qu'accepte aujourd'hui le président de la République est une contrainte pour lui. Ce n'est pas une préparation. Il ne s'était pas prêt. Vous voyez comment il tergiverse. Et Kagame, la même chose. Je lui parlais au paradis. Enfin, on va perdre du temps. Tout le monde connaît les anathèmes. Parce qu'il est fort, le président de la République, dans l'utilisation des anathèmes pour indexer les autres. Je lui disais toujours, Monsieur le Président, un peu de modestie. Si vous dites que vous ne négocierez jamais, vous devez être en position de force. À l'époque, je ne savais pas. Il n'était pas en position de force. Parce qu'à l'époque, quand il nous disait Urbi et Torbi à la nation, Bobangate, Kagame Kokota Zamba, Toko Betaye, même à partir de Goma Wana. Moi, je m'étais dit merci. Le Maïmaï que je suis. Je dirige un courant politique ancré dans la résistance de notre pays. J'ai dit, cette fois-ci, nous avons quelqu'un qui va faire tête à Kagame. Malheureusement, la bataille de Goma a démenti tout ce qu'il disait, le président de la République. 15 jours après. Est-ce que la bataille de Goma n'a pas conforté la thèse selon laquelle notre pays est infiltré jusqu'aux dents? Parce qu'au regard de l'arsenal qui avait des armements dont disposait le Congo, parce qu'il faut rappeler que Tshisekedi a beaucoup investi dans ces domaines depuis son avènement du pays. Moi, j'ai juste les factuels. Quand vous avez beaucoup investi, attendez, ça veut dire que vous avez bien formé les militaires. Ça veut dire que vous avez mis les militaires dans les conditions de combattre. Ça veut dire que vous avez assaini l'armée. Il déclare lui-même, quand il fait la passation civilisée du pouvoir, qu'il a trouvé une armée organisée et une armée bien administrée. C'est le président de la République qui l'a dit. Et donc, moi, je le prends au mot. Il n'y a aucun doute que je puisse douter. Et donc, à la bataille de Goma, j'ai été désillusionné. Désillusionné. 15 jours après, Bukavu est tombé comme un couteau chaud dans un beurre. Et donc là, je me suis dit, tout ce qu'il disait, le président de la République, il le disait comme ça, sans des éléments palpables. Après, les rebelles ont promis de faire une progression fulgurante jusqu'à Kinshasa, mais aujourd'hui, sur le terrain, ils rencontrent des sérieuses, en tout cas, difficultés. Non, les rebelles... Il y a quand même quelques mérites à attribuer au pouvoir. Les rebelles, depuis Bunagana, ont toujours recherché la négociation. Rappelez-vous, c'est depuis Bunagana qu'ils disent que nous devons négocier avec Kinshasa. C'est depuis Bunagana que les rebelles disent qu'ils veulent négocier avec Kinshasa. Ils n'ont jamais dit qu'ils... Donc à ce moment, le dialogue profiterait tant aux rebelles qu'à Kinshasa. Maintenant, non, on va... Donc c'est une question libre. Chacun de vous... non, il faut que je termine d'abord ma réflexion. Pour démontrer qu'il a été contraint à la négociation. Parce qu'après Goma, il se retrouve dans une situation de difficulté, en situation de faiblesse. Et en situation de faiblesse, vous ne pouvez plus dire en ce moment-là, je ne négocie pas. Parce que le danger est à la porte. C'est la situation de faiblesse qu'il a amené à la table de négociation. Et maintenant, on veut nous faire croire que les ennemis étaient cachés. Qui étaient ces ennemis qui étaient cachés? Si on veut, ici, si je comprends, si on veut faire référence à Kabila, j'ai dit, soyons modestes. Parce que c'est lui qui est en train de demander, qui est cohésion nationale, c'est le président de la République. Vous, ses partisans, vous ne pouvez pas au même moment que lui demande la cohésion nationale, au même moment vous indexez l'ancien président de la République. Parce que tous les rapports, alors je mets qui que ce soit à défi, tous les rapports sur l'agression du Congo, on n'a jamais cité Joseph Kabila. Tous les rapports, aucun rapport n'a cité Joseph Kabila. Est-ce que nous devons attendre que les Nations Unies pondent le rapport
sur lequel nous allons nous appuyer pour comprendre ce qui se passe chez nous ou à l'interne. Alors on va accuser à tort sans élément. On peut accuser à tort. En ce moment-là, moi aussi, je n'ai pas accusé. Parce que, comment on sait que le Rwanda et aussi l'Ouganda ont des militaires qui appuient les M23? C'est suite au rapport des experts internationaux. C'est suite au rapport. Et maintenant, si on veut faire fi de rapport, moi je suis d'accord, alors n'importe qui accuse n'importe qui. Ça n'a pas de sens. Tous les rapports, personne n'a cité l'ancien président de la République. C'est le fait que le président de la République dise qu'il va rentrer dans son pays, article 30 de la Constitution. Tout Congolais a le droit de s'établir dans n'importe quel point de la République. Mais rentrer par où? Selon le porte-parole de Moïse Katumbi, dont vous êtes très proche, il précise que Joseph Kabila rentre par Goma. Quel est le sens que vous donnez à ces messages en 30 secondes? Non, lui a dit qu'il va rentrer par le versant oriental. Ce que je sache, Olivier Kamitatou n'a jamais été nommé porte-parole de Kabila. Moi, je m'en tiens, il est le porte-parole de Moïse Katumbi. Il n'est pas le porte-parole de Kabila. Kabila dit qu'il va rentrer par le versant oriental. Quel était l'intérêt pour lui de faire une telle communication? Mais parce qu'il est dit lui-même dans sa communication que notre pays est en danger, la nation est en péril. Non, je parle d'Olivier Kamitatou. Mais moi, l'intérêt pour lui. Ça, vous poserez la question à Olivier Kamitatou. Moi, je m'en tiens. De communiquer sur ça. Moi, je m'en tiens au communiqué de Kabila qui va rentrer par les versants orientales. Peut-être que la proximité avec Kabila et Olivier Kamitatou a fait qu'il y a Olivier Kamitatou dans les secrets de Dieu. C'est possible. Mais moi, je m'en tiens à la communication de Kabila qui dit qu'il va rentrer par les versants orientales parce que la nation est en péril. Il y a péril en la demeure. Je vous prie d'être un peu concis parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons évoquer. Aujourd'hui, l'M23 ou l'AFC seraient bloqués dans leur progression où ils jouent autant en attendant qu'ils se mettent autour d'une table avec le gouvernement de Kinshasa. Je pense bien sûr que vous allez me donner le même nombre de minutes. Non, vous avez 2 minutes pour cette deuxième prise de parole et puis il va chuter. Et puis je vais faire une digression justement par rapport. Non, je vais faire une digression justement parce que non seulement que le temps n'a pas été réparti de manière égale, mais également il y a bien des choses à répondre à mon vieux dont la lecture semble être confuse par rapport à beaucoup de choses. Déjà, lorsque le chef de l'État dit que le chef de l'État avait dit qu'il n'allait pas négocier avec les pantins, il est resté cohérent par rapport à ça. Parce que le chef d'État n'était pas à ce que le M23 demeure cet arbre qui cachait la forêt. Il voulait avoir en face de lui le président Kagame. Cependant, Kagame disait, lui, qu'il n'allait jamais négocier avec Tshisekedi si celui-ci ne commencerait pas par négocier avec les M23. Sur ces deux préalables, qui a été tenu en échec parce que le chef de l'État n'a pas négocié avec le M23 et pourtant nous les avons tous les deux vus à Doha. Donc Kagame a fléchi, puisque celui-ci n'a pas négocié avec les M23, mais lui, il a été contraint de venir. C'est Kagame qui a fléchi? Oui, il a fléchi. Son préalable n'a pas marché. Et pourtant, Tshisekedi n'a pas négocié avec le M23 jusqu'à preuve du contraire. Encore. Qui a sollicité la rencontre à Doha? Non, mais comment vous posez la question qui a sollicité la rencontre à Doha alors que tous les indicateurs sont là? Je vais revenir sur le chantage qui nous a été fait avec cette histoire de Goma dont mon aîné était en train ici de parler. Nous savons tous, et nous n'allons pas rappeler l'enjeu que Félix Tshisekedi hérite de l'ancien régime. Je peux même dire qu'il était victime de ça. C'était l'exfiltration sur le plan militaire, par l'effet d'infiltration de nos services de sécurité en général, l'armée y comprise. Et donc, le fait par l'armée d'être infiltrée, Tshisekedi, son premier combat était d'exfiltrer. La consécration de cette infiltration, c'est la chute de Goma et des Bukavu, qui sont deux villes proches du Rwanda. Vous voyez? Donc la justification est beaucoup plus sociologique que militaire et tout ça. Donc la sociologie a beaucoup joué. Voilà pourquoi vous observez la difficulté qu'a le M23 d'émerger par rapport à toutes les projections faites, n'est-ce pas, par ce mouvement. Mais ici, je note une chose, et la chose la plus importante qu'il va falloir rappeler. Le président de la République, lorsqu'il dit que l'AFC, c'est Joseph Kabila, cela pouvait paraître une fausse accusation. Mais les indicateurs à travers les temps ont été révélateurs. Lesquels? Hormis le fait que la composition de cette structure, de ce mouvement armé,
Et pour la plupart des proches de Joseph Kabila, je pense que même la guérison du patient dépend du bon diagnostic. Et le diagnostic est là. Nous sommes scientifiques, nous savons lire les indicateurs. Le corps constitutif de ces mouvements, c'est le PPR. Et vous a demandé des preuves de, son implication dans cette alliance Fleuve Congo. C'est que je suis ici. Vous ne l'avez jamais, c'est que je suis ici. Vous l'avez jamais présenté. C'est que je suis ici en en justice, vous n'irez pas avec cet argument pour faire valoir gain de cause. Et pourtant, il est un argument fort. J'ai entendu le vieux reconnaître, même encore à l'instar de toute la communauté internationale, que la RDC a toujours été agressée par le Rwanda à travers le M23. Et d'ailleurs, je voulais aussi souligner que lorsque le vieux refuse que Tshisekedi a fermé la porte et n'est pas négocié avec les mouvements rebelles, mais qu'ils me disent pourquoi on a eu deux processus de Luanda et processus de Nairobi. Les discussions au processus de Nairobi étaient avec qui? Donc il fallait justement éviter la confusion par rapport à la substance de ces deux processus. Vous voyez, il était prévu évidemment de négocier avec les groupes armés au processus de Nairobi. Cependant, le chef d'État n'excluait pas la priorité pour lui de discuter plutôt d'abord avec celui qui était à la base de cette agression. Revenons sur les indicateurs. Joseph Kabila, nous avons appris, même lorsqu'il a annoncé son retour, moi j'ai suivi par Jeune Afrique, et bien avant, on a suivi que le PPRD a annoncé, non, il était allé pour des raisons d'études et tout ça. Cependant, à la dernière minute, non, il va mettre fin à son exil. Depuis quand il a été exilé, alors que bien avant, la raison, on nous disait que c'était les études. Ici, on nous parle mettre fin à l'exil. Qui a dit qu'il était en exil? Mais nous avons suivi la presse. Mais ça, ceci n'est jamais sorti la bouche de Kabila. Le régime Tshisekedi n'a jamais fabriqué, laissez-moi réfléchir, le régime Tshisekedi n'a jamais fabriqué les exilés, mais nous apprenons que ce dernier était devenu un exilé. Or, répondant à la préoccupation du vieux, la RDC est agressée par le Rwanda. Le Rwanda caché derrière le M23. Les revendications du M23 relayent les aspirations du Rwanda. Mais Joseph Kabila, dans sa première sortie, vous dit ce sont des revendications légitimes. Ça veut dire que Joseph Kabila défend les M23. Il n'a pas dit ça. Il a dit. Il n'a pas dit que. Écoutez. Attendez, nous devons recentrer les choses. Il n'a pas dit que le M23 a des revendications légitimes, mais plutôt que les revendications du M23 sont le même. Sont les aspirations, mais aussi du peuple. Mais attends, c'est ça la légitimation. Quand il parle de l'aspiration du peuple, c'est la qualité de notre gouvernance. Mais toi, non. Toi, en tant que journaliste, comment tu ne sais pas comprendre la légitimation faite par Joseph Kabila des revendications du M23 par le fait de lier cela à celles de Congolais? Donc, depuis quand le Rwanda peut porter les aspirations du Congolais? Ça, c'est Joseph Kabila qui l'a dit. Ça établissait expressément la relation entre le M23 et Joseph Kabila et par voie de conséquences entre Joseph Kabila, le M23 et l'AFC. Merci. Non, je pense que je suis encore dans mon temps. Vous avez pris 6 minutes. Non, c'est 6 minutes? Oui, je calcule. J'étais en train de faire la digression pour répondre à... Vous avez pris 6 minutes. Donc, dans votre deuxième prise de parole. Non, mais je vais regretter de la répartition de ce temps parce que maintenant, là, je devais répondre à votre préoccupation. Déjà, la question était laquelle? Quand vous suivrez l'émission, vous allez vous en rendre compte. Allez, chutez. Votre question, c'était quoi? Je vais répondre rapidement. Le M23 aujourd'hui est-il bloqué ou il joue autant en attendant la tenue du dialogue proprement dit? Le chantage du M23 a été tenu en échec puisque le M23 croyait que le fait de prendre Goma et Bukavu, Tshisekedi allait céder. Cependant, ce dernier est resté catégorique, il est resté intransigeant. Alors que, par rapport au défi que j'avais rappelé de l'exfiltration, ça veut dire que Tshisekedi a vu d'abord l'implication internationale dans cette agression. Il a alimenté une démarche diplomatique. L'effet de la démarche diplomatique qui a mis à découvert, qui a mis à nu l'implication des multinationales, mais bien entendu aussi des intérêts du Rwanda derrière, les sanctions sont intervenues, alors le Rwanda et les M23 se trouvent asphyxiés sur le plan économique. Comment voulez-vous continuer à agresser? Comment voulez-vous continuer à piller lorsque le débouché, vous ne l'avez plus? Donc c'est d'abord une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi qui contraint aujourd'hui le Rwanda et le M23 à cette phase-là avant d'être chassés, contraints de quitter le Congo par voie de la force. Allez, Pati Katanga, aujourd'hui, tout le monde parle de Kabila. Et son annonce du retour au pays alimente le débat et les conversations. Son retour surtout par la partie orientale, est-ce que c'est lourd
d'essence où il faut y voir la volonté ou l'agenda caché que porterait Joseph Kabila. Alors, quelqu'un sur ce plateau me disait, si Joseph Kabila rentrait par Goma, cela signifiera soit un début des solutions, soit l'adhésion publique à l'AFC M23. Votre avis? Joseph Kabila a été président de la République démocratique du Congo, mon pays, pendant 18 ans. Il mérite respect. À tout seigneur, tout honneur. Je n'ai jamais été kabiliste. Même mon contradicteur le sait et tout le monde le sait. Et je ne suis même pas dans la démarche d'être kabiliste. Je reste tout simplement lucide et honnête. Parce qu'aujourd'hui, autant j'avais combattu les régimes de Kabila qu'aujourd'hui, j'ai un régime comparable à celui-là. Vous comprenez? Vous comprenez ma mutation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un régime comparable. Et donc aujourd'hui, j'ai un précédent que je peux opposer au régime de Kabila. Alors, j'ai changé d'avis. Chez nous, Kabila, on l'appellerait Moussaada Alito Kedjou. Chez moi, Kabila, on l'appellerait Moussaada Alito Kedjou. Ce qui veut dire, Kabila, c'est la bénédiction qui est venue du ciel. Kabila a été président à 29 ans. Il ne s'est pas vautré dans la jouissance. À 29 ans, Kabila n'a rien hérité. Laurent Désiré Kabila avait coupé les liens avec la communauté internationale. On n'avait aucun programme, ni avec le FMI, ni avec le Fonds monétaire international. Et on vivait à partir de la caisse du Congo. Ce qu'on avait, c'est avec ça qu'on vivait. Joseph Kabila arrive. Il va ressasser les liens sur le plan international pour consolider les régimes. Il va relancer différents programmes avec le FMI, différents programmes avec le Fonds monétaire international. Il va conduire tous les Congolais au dialogue intercongolais. Nous allons avoir des institutions stables jusqu'aujourd'hui. Et donc... Ça, c'est peut-être les mérites attribués à Kabila. Mais aujourd'hui, on parle de son implication dans cette guerre d'agression. Peu importe. Aujourd'hui, l'homme revient à la charge pour peut-être mettre à mal le pouvoir de Kinshasa. Alors, je vais comprendre la logique alors. Parce qu'il y a un problème de logique qui m'échappe. Il a été 18 ans président de la République. Il avait l'armée, il avait les services de sécurité, il avait les services de renseignement, il avait la police. Rien n'est là contraint à faire la passation civilisée de pouvoir. Il organise les élections, il fait la passation civilisée de pouvoir à son pire opposant radical. Et puis vous voulez me dire, après avoir fait ça, Kabila est rentré dans la forêt pour prendre les armes. Après avoir organisé la passation civilisée de pouvoir, il est rentré dans la forêt. Non, il y a un problème de logique. Il y a eu des gens qui ont pronostiqué contre Tshisekedi. Certains lui ont même donné 6 mois et d'autres 10 mois ou même 2 ans au pouvoir. Ça, contre toute espérance, il y tient et il est au début de son second mandat. Kabila est une énigme. On raconte tout sur lui. Tous les malheurs du Congo aujourd'hui, c'est Kabila. Ça fait 6 ans, plus de 6 ans que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir. On est encore en train de nous dire aujourd'hui infiltration Kabila. On est en train encore de nous dire aujourd'hui on n'avait pas l'armée Kabila. Mais ça fait plus de 6 ans que nous avons un président de la République. Plus de 6 ans, nous avons Félix Antoine Tshisekedi à la tête de notre pays. Ils sont en train de nous dire que Félix Antoine Tshisekedi a été incompétent pendant plus de 6 ans alors. En disant que lui n'a rien fait. Tout ce qu'il a trouvé, c'est ce que le Congo subit aujourd'hui comme conséquence. C'est ce que Kabila a mis en place. Et lui, le président de la République, en plus de 6 ans, il a fait quoi? Non, moi je ne veux pas considérer le président de la République comme un incompétent. Non, le président de la République a dirigé le Congo pendant plus de 6 ans. Il a son bilan à lui. Il a son bilan, il ne peut pas ad vitam aeternam pleurnicher que c'est mon prédécesseur, que c'est mon prédécesseur. Quand est-ce que lui va prendre ses propres responsabilités de gouvernance? Les revendications qui sont celles du M23. En 1 minute, s'il vous plaît. Moi, je ne les partage pas, mais je constate que certaines revendications recoupent avec les revendications de l'opposition. Lorsqu'ils disent qu'il y a un problème de gouvernance, mais moi, je dis la même chose. Fayulu dit la même chose. Moïse Katumbi dit la même chose. Lorsqu'ils disent qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en matière de gouvernance, on est en train de vendre à 1 million de dollars le poste au gouvernement. Nous en sommes au niveau, même l'Haïti. Même l'Haïti n'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut y voir un acte de légitimisation de cette
rébellion ou de cette agression? Non, non. On a peur de Kabila et on voit son spectre partout. Et Kabila répond lui-même. Peur de Kabila, pourquoi? Mais on a peur de Kabila parce que on n'a rien fait à la tête du pays. Le bilan est catastrophique. Et donc, on voit les spectres de Moïse Katumbi. On voit les spectres de Kabila. On voit les spectres... Rappelez-vous, FCC ils ont bloqué Nga. Rappelez-vous, Moïse Katumbi, la main noire de Moïse Katumbi. Rappelez-vous. Donc, je vais dire ici, ils doivent apprendre, le président de la République, à prendre ses propres responsabilités. Kabila répond, il dit si j'étais, d'abord qui vous apporte les preuves. C'est lui qui vous dit ça, qui vous apporte des preuves. Personne n'a apporté la preuve intangible de l'implication de Kabila dans cette affaire. Deuxièmement, Kabila dit si j'y étais. La situation serait pire. Si j'y étais, la situation n'allait pas être au niveau où elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on veut un bouc émissaire. Le régime veut nous présenter un bouc émissaire. Tous les malheurs du Congo, c'est Kabila, c'est faux. Nous avons encore des hommes intelligents capables de réfléchir dans ce pays. Dans ce pays, le malheur, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui est le malheur du Congo, avec sa gouvernance, avec les détournements de fonds publics. Aujourd'hui, pour entrer au gouvernement, il faut payer 1 million. Les réseaux sociaux s'enflamment. Donc, vous comprenez que le problème du Congo aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. Donc, Kabila, c'est le problème du Congo. Et Joseph Kabila, c'est la solution au problème? Joseph Kabila fait partie des solutions. J'ai toujours dit. Et jamais l'actuel chef de l'État? Non, lui, c'est un problème qu'il faut résoudre. Félix-Antoine Tshisekedi est un problème. La solution, ils font partie de la solution. Une panoplie de personnes, notamment Joseph Kabila, Moïse Katumbi, les M23. C'est ça nous devons nous mettre ensemble, Fayoulou, pour trouver la solution au problème qui tenaille le Congo aujourd'hui. Voilà. Quelques mots rapidement. Kabila, si Kabila est-il le problème au Congo, le problème du Congo, est-ce que Tshisekedi est-il la solution à ces problèmes? Ou les deux sont à la fois problème et solution? Je prends mon temps pour exprimer la honte que j'ai. J'ai vraiment honte. J'ai froid au dos. Et c'est pourquoi j'aime les temps. Les temps restent le meilleur allié de la vérité. Tshisekedi parlait de la balle de chauve. Je comprends pourquoi il le disait. Parce que j'apprends aussi aujourd'hui que Kabila, Moussaada Unito Kadjou, qui voulait dire... Moussaada Alito Kedjou. Moussaada Alito Kedjou. Voilà. Il est très proche. Il dit une bénédiction venant du ciel. Je vous accorde la parole pour conclure et on passe au deuxième sujet. Écoutez, j'ai honte. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un, lorsqu'on rappelle que Joseph Kabila a pris le pouvoir à 19 ans, 29. À 29 ans, il a réunifié le pays. Tout ce qu'on dit, c'est les années d'entrée de Joseph Kabila, mais on dit qu'il est parti, il a laissé les institutions stables. Poser maintenant la question vieux. Pourquoi il faisait l'opposition à Kabila? Il a combattu Kabila. Non, il a combattu Kabila, mais il vient de dire que Kabila a tout fait, il a laissé les institutions stables, d'entrée, il a organisé le pays, il a réunifié le pays. Quel était le soubassement de son combat? Vous voyez? Le problème de ce pays, c'est sa classe politique. Mais encore, déjà, il a combattu Kabila sans conviction, il se faisait passer pour Tshisekedi, c'était derrière Tshisekedi. Lui-même, il a parlé de la mutation, évitant les mots transhumance, mais qui s'est défini de lui-même. Mais le vieux vous dit, Kabila était bon, il a tout fait bien, mais il était son opposant. Mais après avoir été opposant de Kabila, j'ai vu d'entrée du pouvoir de Félix Tshisekedi, il était encore là. Mais déjà que celui-là n'était pas compétent. Il était là par... Vous étiez là par alliance. Non, attendez, laissez-moi parler. Non, INC et IDPS. Tu sais que la politique, c'est d'abord l'idéologie. L'idéologie s'est définie d'abord par rapport à la vision. Lorsqu'un homme politique tergiverse comme ça en termes de choix, c'est un problème. Parce que déjà, une personne pareille, lorsque vous lui donnez les responsabilités, mais déjà ne sachant pas lui-même, elle-même, je disais, chacun de nous a eu un temps. Chacun de nous a eu un temps de tergiversation jusqu'à s'affirmer. Comme aujourd'hui, les vieux a été opposé. Non, cher ami, laisse-moi le temps d'expliquer, de décortiquer ce qu'il vient de dire. C'est la même pour ça, CG, on doit évoluer. Non. Avoir été opposant de Kabila durant 18 ans, tout en reconnaissant que celui-ci est bon, quelle devient la substance de ce combat-là? Mais pourquoi avoir été avec Tshisekedi tout au début de son combat avant d'aller chez Moïse? Je comprends. Aujourd'hui, si on est en train de défendre Kabila, Moïse Katumbi, les rapprochements est vu et connu. C'est d'ailleurs l'occasion de lui poser la question. Comment est-ce qu'on peut définir encore le fait qu'aujourd'hui Katumbi rentre, mais le même Katumbi qui avait dit que Kabila était Judas? La classe politique congolaise, c'est ça le problème. L'opinion qui nous suit
faites vraiment un effort et luttez avec moi pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Parce que celle-ci, elle est désuète. Merci. Vous avez vu à travers ce propos. Je voulais finir par rapport au retour de Kabila par rapport à la partie orientale. C'est Rapidement, enfin s'il vous la plaît. contrainte du temps et des actions diplomatiques de Tshisekedi. Aujourd'hui, Kabila ayant vu l'échec d'évincer les régimes Tshisekedi, il veut lui-même reprendre, prendre en main, assumer son implication dans la déstabilisation de la RDC à travers les M23 de manière à imposer Pour un quel dialogue qui intérêt le il les ramènera. ferait? Écoute, ces dialogues-là pourraient le ramener dans les affaires. Voilà pourquoi il est contraint d'assumer ses actions parce que le plan d'éviction ayant échoué. Voilà Il n'y a pour- rien qui empêche Kabila à revenir aux affaires. Il va rentrer par quel moyen? Dis-moi, sur le plan de la loi, il rentre comment? La loi, Il est sénateur à et vie. ça veut dire quoi? Joseph Kabila a dirigé ce pays. Il est sénateur à vie sur le plan de droit. Mais je viens sur le plan politique. Retourner aussi au pouvoir dans un État démocratique veut dire avoir une offre politique à laquelle la population souscrit. S'il faut souscrire à l'offre politique de Joseph Kabila, on penserait au meurtre, aux tueries, à Bakosi Mukendi, à Thérèse Kapangala, à Kamwena Sapu, à Bundu dia Congo, à pillage à 800 millions à la Banque Merci centrale, beaucoup. à création égale à travers 105 millions. Tout ceci constitue Merci. vraiment la vision à laquelle le peuple souscrirait, puisque Moïse Katumbi veut revenir à travers la voie d'agression et mon vieux Patrick Atanga voudrait aussi devenir ministre de cette manière-là. Je suis estomaqué, je me rends compte que, chers jeunes, luttons pour l'émergence d'une nouvelle génération. l'avez déjà dit. Politique, c'est mon combat, la preuve est faite. Vous avez déjà épuisé vos minutes pour le deuxième sujet. Et le deuxième sujet concerne la consultation nationale. Pendant 3 semaines, Ebérand a consulté les personnalités politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. À ce jour, quel sentiment gardez-vous ou ces consultations vous ont laissé personnellement quel goût? Je salue la sagesse. C'était une preuve de sagesse de la part du président de la République par rapport à la solution qu'il faut apporter au problème. Et le problème, nous l'avons dit, c'est la crise sécuritaire. Et il y avait nécessité de rechercher la consolidation. Je ne dis pas recherche de la cohésion nationale, mais plutôt la consolidation de la cohésion nationale. Et celle-ci étant la consécration des institutions légitimes issues des élections. Donc nous étions déjà dans une cohésion nationale, mais qu'il faille consolider. Ça, c'est comme un entretien du véhicule. C'est votre véhicule, mais à chaque fois, il faut l'entretenir pour s'assurer qu'il est en bon état. Donc le chef de l'État, pour mettre tous les Congolais autour d'une table, évidemment, voir comment résoudre ce problème, il a évité de mettre en place quelqu'un qui serait issu de sa famille politique, ça veut dire Union Sacrée ou membre du Présidium. Lui, il a donné mandat à un membre de son cabinet, lui en tant que chef de l'État institution. Donc ces derniers représentaient une neutralité et bien entendu le chef d'État lui-même pour que ceux qui sont sensibles à la condition humaine, ceux qui ne veulent pas voir Nanga tuer 8000 Congolais à Goma et faire tous les massacres qui est fait là-bas derrière les intérêts des individus, venir autour d'une table et voir l'avenir du pays. Cela a été fait. Nous avons vu que ceux qui ont le cœur sensible ont répondu, ceux qui s'accrochent à leurs intérêts et ceux qui veulent évidemment voir leur cahier des charges à aboutir notamment, évincer le régime Tshisekedi puisqu'on ne veut pas de lui, retourner dans les anciennes méthodes de coup d'État, les réchauffer encore pour aujourd'hui, notamment les Moïse Katumbi et les Joseph Kabila, les Corneille Nangaa. Eux, puisqu'ils sont aussi, ça aussi l'expression de la démocratie, ils ne sont pas venus. Mais le plus important, c'est que le peuple congolais se range derrière les institutions, derrière le président de la République qui est la première institution, de manière à ce que nous puissions populariser cette guerre. Déjà que nous l'avons tenue en échec par voie diplomatique, nous avons mis fin aux implications diplomatiques qu'il y avait derrière les multinationales, le Rwanda, les Joseph Kabila, les Moïse Katumbi. Aujourd'hui, tous ces réseaux étant démantelés, le peuple s'approprie son avenir derrière les institutions qui sont issues de lui. Et voilà, les consultations vont nous donner un gouvernement qui mettra tous les Congolais ensemble. Alors, et qui travaillera comment expliquer, sens-là. vous consultez en 30 secondes s'il vous plaît, vous consultez les personnes ou les personnalités qui se sont rendues coupables d'un échec patent. À ce moment-là, je me dis, quelle proposition ont-ils encore à faire ou quel résultat ont-ils encore à donner à ces pays alors qu'on leur a tout donné? Ils ont coiffé presque tout le poste de responsabilité. Et qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que le gouvernement qui sera mis en place après les consultations sera à même
de juguler la crise sécuritaire. À ta place, en 30 secondes. À ta place, je poserai aussi la question de savoir quelle nouvelle offre aurait convaincu Katumbi à retourner vers Kabila. Mais pour répondre vraiment à votre question, la gouvernance est une question d'impulsion. Si derrière Kabila, le maître mot était tout ce que vous avez vu là, les détournements des Matata Pognon, tous ces gens-là ont fait sous impulsion de Joseph Kabila, puisque dans son règne, les vols, les détournements, les pillages étaient un sport. On donne la couronne à celui qui les fait mieux. Tshisekedi a mis fin à ça. Ceux-ci s'étant considérés comme l'apôtre Paul, ils ont dit nous ne cessons d'être persécuteurs de l'Église. On doit nous baptiser Paul plutôt que Saul que nous avons été. Pourquoi leur fermer la porte? Si Tshisekedi d'entre eux du pouvoir, il a cru en ces changements en se mettant ensemble avec Joseph Kabila avant que ce dernier ne lui montre sa vraie face. Pourquoi à Kabila on pouvait faire confiance, mais pas aux autres? Donc, je pense que les consultations étaient le moment de consolider cette cohésion, encore que ceux-ci se sont disposés à oublier les anciennes méthodes de gouvernance sous Joseph Kabila et d'adopter les nouvelles apportées par Félix Tshisekedi. Alors, vous avez bien suivi l'intervention de Sidiki Modiantou. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se présente comme étant cette pièce sur laquelle s'arc-boute le pouvoir ou le régime actuel. Elle sera aussi cette pièce sur laquelle vont s'arc-bouter toutes les institutions ou le prochain gouvernement qui sera mis en place après les consultations. Qu'en pensez-vous? Il pose la question de savoir comment c'est fait que j'étais opposant à Kabila alors que le régime de Kabila avait commis de méfaits. Ce régime avait ses faiblesses, il avait ses forces. Et j'assume avoir combattu ce régime. Mais vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. J'ai un élément, un précédent que je peux comparer. J'ai un régime comparable à celui-là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'exergue les fascismes. J'ai vu un régime, moi, incapable de gérer la circulation routière. J'ai vu un régime, moi, incapable de distribuer les mousses. Les mousses pour les sinistrés. Non, ils sont chez moi. Non. Ils sont chez moi là-bas. En tout cas, ils sont au stade de Martyr. On les a vus être logés. Justement, vous avez en face l'administrateur. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Ah, merci. Non. En faisant mon travail aussi de journaliste, on les a vus être logés quand même. Et recevoir des vivres et nos vivres. En fait, j'ai vu pire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un élément de comparaison au régime de Kabila. J'ai dit à tout seigneur, tout honneur. En termes de gouvernance, n'en parlons pas, en termes de détournement de fonds. 324 millions de dollars, j'ai de la francophonie, vous êtes au stade. Donc vous comprenez que j'ai vu pire. C'est pour ça que, ayant comparé ce que j'ai vu, parce qu'à l'époque de Kabila, je n'avais pas un régime à opposer à ce régime-là. C'était normal que je sois dans l'opposition, parce que je pensais que c'était celui qui était le plus pire de ce régime-là. Mais aujourd'hui, j'ai un régime à opposer au régime de Kabila. Non, Kabila, à tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. À 29 ans, il ne s'est pas vautré dans la jouissance. Il n'a pas fait 666 voyages sans rapporter un rond. Est-ce que, Patrick Katanga, parce que vous avez des régimes à comparer, est-ce que cela blanchit par quelle alchimie la gouvernance de Kabila? Non, ça ne... Que vous aviez décrié autrefois. Ça ne blanchit pas. Je dis que le régime de Kabila a ses faiblesses, a ses... Mais aujourd'hui, vous fermez les yeux sur les faiblesses. Non, je ne ferme pas les de l'ancien régime. yeux. J'ai dit tout simplement, quand je compare les deux régimes, il faut choisir celui qui a 35% et celui qui a 55%. J'ai choisi celui qui a au moins 55%. Entre les mal... 55%, ce n'est pas 100%. Entre le mal et les pires. Entre le mal et le pire, le régime de Kabila n'était ni le mal ni le pire. C'était un régime moyen. Mais aujourd'hui, j'ai vu un régime encore pire et mal, c'est faible. J'ai un régime incapable de gérer la circulation routière, un régime dont on tue un policier, un roulage, parce qu'il a voulu faire son travail. Un régime incapable de gérer la distribution des mousses. Vous comprenez que même en Haïti, venez-en à l'essentiel, s'il vous plaît. Maintenant, les consultations. Écoutez, Union sacrée consulte Union sacrée. Vous nous avez vus là-bas.
Nous nous sommes exprimés, nous les alliés de Moïse Katumbi, nous avons dit non. PPRD et ses alliés ont dit non. Martin Fayoulou a dit non. Denis Mukwege a dit non. Même Delis et Sanga, tout le monde a dit non. Mais ça maintenant, rien n'empêche que la machine ou le train puisse avancer malgré les refus de certains opposants. L'Union sacrée peut consulter l'Union sacrée, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on dit les réseaux sociaux s'enflamment. Ceux qui veulent se faire nommer ministre, être sur la liste de ministrables, ils doivent débourser $1 million américains pour être sur la liste des ministrables. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube. Gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. L'artère centrale de Kindu. Un géant congolais a pris ses quartiers dans cette villa. Voici le siège local du DRC Gold Trading dans le Maniema. Inauguré il y a tout juste une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement au DGA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Nous prenons la parole au nom de son Excellence Maître Joseph Kazibaziba, directeur général de DRC Gold Trading, actuellement pris par d'autres charges d'État et qui ardemment avait souhaité prendre personnellement part à cette cérémonie, à peine mise en place et en dépit des difficultés d'ordre opérationnel. DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. Chaque lot, bien sûr, comprenant 25 kilos. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit d'énormes potentialités minières et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas, jusqu'à présent, exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières à cause d'un fléau qui gangrène le secteur minier, non seulement de cette province, mais pratiquement de tout notre pays. Il s'agit essentiellement de la fraude et de la contrebande. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading
n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province d'Imaniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je l'ai dit sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'aient prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars. Il faut dire qu'après la fermeture de ses bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société, déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia, compte miser sur Kindu au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-primaire à Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales, contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Je vais dire, c'est une prime à la corruption. C'est une prime à la corruption. Comment vont-ils se faire rembourser les 1 million de dollars? Donc, ils payent 1 million de dollars pour être ministrables, mais quand ils vont être ministres, la première chose, c'est de se faire rembourser avec intérêt. Donc, le Congo est mal parti. Non, avec ce régime, il faut arrêter. Il faut arrêter immédiatement ce régime. Je pense que l'arrêt de ce régime doit passer par les élections. Je pense que le président de la République doit rester jusqu'en 2028. Et le Congo, qui a fait le choix de la démocratie, doit aller vers les élections. Pourquoi jusqu'en 2028? Parce que c'est son deuxième et dernier mandat. Il doit terminer son deuxième et dernier mandat et avoir des élections dans lesquelles, après le dialogue, nous mettrions en place une CNI renouvelée, nous mettrions en place une cour constitutionnelle à la hauteur des enjeux, et puis avoir des élections qui permettrait aux Congolais de choisir les meilleurs d'entre nous. Donc, Patrick Katanga est totalement opposé à ce qui appelle à la démission de Félix Tshisekedi Iketinunk. On ne peut pas appeler à la démission de Félix Tshisekedi Iketinunk parce qu'on créerait les vides à la tête de l'État. On créerait les vides à la tête de l'État. Ça, c'est la demande de vos pairs de l'opposition. Déjà, à San City, je me suis opposé. Il y en a qui sont venus à San City pour demander le départ de Kabila. J'ai dit non, on ne peut pas laisser vide la première institution de la République. Non, malgré ses défauts, malgré c'est son deuxième et dernier mandat. Nous devons aller jusqu'à la fin de son mandat. Mais le dialogue va nous permettre de mettre en place la CNI, de mettre en place de nouvelles cours constitutionnelles, de façon à avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées. Mais il n'est pas question ici de donner une prime au coup d'État. Nous avons fait, nous les Congolais collectivement, le choix de la démocratie. Et donc nous devons être conséquents avec notre propre choix. Il est à son deuxième et dernier mandat. Il y a beaucoup à dire. Nanga dit qu'il n'a jamais été élu. Mais je pose la question à Nanga. Je dis, mais pourquoi vous l'avez proclamé en 2018? Voilà les questions pour lesquelles nous devons venir sur la table. Moi, je poserai la question à Nanga. C'est bien de nous dire aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais été réélu. Mais s'il n'a jamais été réélu, pourquoi vous l'avez proclamé alors que ce n'était pas lui qui était élu? Parce que le dialogue, ce n'est pas seulement des questions à poser à Félix Antoine Tshisekedi, c'est aussi des questions à poser à Joseph Kabila, c'est aussi des questions à poser à Nanga, c'est aussi des questions en nous regardant dans les yeux pour que le Congo répare de nouveau. Pour que le Congo répare de nouveau parce que c'est notre pays, c'est notre patrimoine commun. Et donc, moi j'ai dit, cette histoire-là de consultation, ils vont sortir les gouvernements, là n'est pas le problème, mais qu'on commence à marchander le poste ministériel à 1 million de dollars. Ça, c'est des questions que j'aurais à poser. On ne l'a pas encore appris. On va essayer d'enquêter, d'en savoir un peu plus. Allez, le tout dernier sujet, on parle du fédéralisme, le débat qui est lancé par Olivier Kamita, tout porte-parole d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, dans un contexte tumultueux où
certaines zones du pays sont contrôlées par les agresseurs de la République démocratique du Congo, les ennemis de la paix, bien sûr. Vous êtes favorable ou non à ces débats? Ben oui, ça rencontre encore ce que je disais tantôt, la désuétude d'une génération. Eh bien, j'aimerais encore que les pasteurs viennent me dire ici que Chevet Blanc consacre la sagesse. Vous avez des Chevet Blancs là-bas qui consacrent la médiocrité. Déjà, sa médiocrité a été consacrée par le fait qu'un ancien président de l'Assemblée nationale, qui, par essence, devrait être un consultant de la République, qui devait être utilisé pour la résolution des crises, non pas nationaux, mais même internationaux, mais qui lui-même s'offre pour devenir porte-mallette. C'est une ironie. Non, c'est du pas sort. ça, c'est pas ça les débats. Laissez-moi, je réponds. Je vous connais d'une pertinence, d'une intelligence aussi. Laissez-moi assumer mon propos. Vous ne pouvez pas vous réduire Laissez-moi à cette simple assumer expression. mon propos. La question est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les mallettes. Je suis en train de décrire l'acteur de l'idée pour comprendre que c'était évident que ça vienne de lui. Lorsque quelqu'un, pour un intérêt, vend son parti, où est parti Arc? S'il y avait une vision, le parti étant un parti politique, c'est une vision. Mais lorsqu'on tue une vision, on la vend. Ça veut dire que vous vendiez du vent à la population. C'est la conséquence logique. De telles réflexions sont une conséquence logique. Pour vous, ça ne passe pas. D'une génération désuète. La jeunesse sait faire le choix par rapport à son avenir. Alors, comment s'opposer au changement de la Constitution, à la révision de la Constitution, ou bref, à la réforme constitutionnelle, tout en soutenant que le pays devienne, vous avez dit, tout en soutenant le fédéralisme. Et pourtant, le fédéralisme doit être consacré par la loi fondamentale. Vous avez vu? Ça passe par le changement de la Constitution. Dis-moi, parce que ça... Attends, lorsqu'on parle du fédéralisme, mais on touche quoi? On touche la forme de l'État. Ce sont des dispositions intangibles. Mais tout à l'heure, vous veniez de vous opposer à la réforme constitutionnelle. Mais aujourd'hui, vous militez au changement de la Constitution par le fait de toucher à la forme de l'État parce que vous êtes porteur d'une vision de la balkanisation. Le contexte congolais est que lorsque nous arrivons à ce que Moïse Katumbi a mis dans la bouche de Olivier Kamitatou, c'est le combat de la balkanisation. C'était ça ma prochaine question. Est-ce qu'il est porteur de ce débat ou de cette thèse ou on lui a soufflé à l'oreille? Répondez, inversons le rôle si vous voulez. Il a quelle qualité? Moi, je suis porte-parole de l'AVC. Dès que je me fais recevoir sur un plateau en ma qualité de porte-parole, ça veut dire que je viens porter la voix de celui qui m'a envoyé. Mais vous ne dites pas tout au nom du parti. Je dis ceci. Vous avez un cerveau. Lorsque je me fais représenter comme porte-parole, ça veut dire que je porte la parole, la vision d'où je viens. Olivier Kamitatou, quand il parle du fédéralisme, il est en train de transmettre, il milite déjà par rapport à ce qui constitue la vision de Moïse Katumbi, dont nous connaissons aussi le passé. Moïse Katumbi, on ne peut pas nous le vendre aujourd'hui comme quelqu'un qui peut encore apporter quelque chose alors qu'il a géré pendant la période du boom minier. Lui, il a géré pendant la période du boom minier. Si nous disons qu'il a détourné, on nous dira non, où est Mazembe? Parce que Mazembe de la grande gloire, moi-même supporter de Mazembe, où est Mazembe aujourd'hui? Mazembe vivait des détournements des deniers publics et tout ce que nous avons vu. La réponse doit passer par nous dire Mazembe est où et c'est qu'on a fait de la gestion du boom minier. Alors, donc aujourd'hui, nous comprenons les liens entre Moïse Katumbi, Joseph Kabila, le M23, Paul Kagame et le combat du Rwanda pour la balkanisation. Merci. Maintenant, on nous les cache derrière le fédéralisme qui consacre en même temps la réforme constitutionnelle à laquelle on s'était opposé. J'ai dit, retenez que c'est une génération surannée, elle est désuète. Vous, jeunes qui m'avez suivi, militons désormais pour l'émergence d'une nouvelle génération. Merci. L'ancienne, elle est là. Merci. J'aimerais bien comprendre, Pati Katanga. J'aimerais que l'on puisse recentrer les débats. Les vrais débats, c'est ce que lance Olivier Kamitatou, sans parler du parcours de l'homme, sans parler de sa qualité, pour ou contre le fédéralisme. Restons dans les débats de fond pendant quelques minutes. On est vers la fin de l'émission. D'abord, je vais commencer par un conseil gratuit, jeunes frères.
En politique, il faut éviter les insultes. Je peux Parce que insulter. demain... Attendez. Je peux insulter. Attendez. Est-ce que vous pouvez rester tranquille? D'accord. Moi, je ne dis rien depuis... Est-ce que vous qualifié. pouvez rester tranquille? C'est aussi ça une qualité. La qualité des hommes politiques. Non, il n'a pas insulté. Mais il a Quand juste on dit médiocre, c'est pas insulter. Au qualificatif. Quand on dit classe politique souveraine, c'est pas insulter. dégradant. Ah, c'est vrai, Non, j'ai dit il fait recours au je qualificatif. lui donne un conseil dégradant. gratuit. Mhm. Vous ne savez pas de quoi demain peut être fait. Donc évitez, défendez vos positions. Évitez d'attaquer les hommes. Évitez des insultes. C'est un conseil gratuit, vous le prenez, vous ne le prenez pas. Vous n'allez pas vous arrêter là où vous êtes aujourd'hui. Vous cherchez à monter. Et donc, soyez humble. La première qualité de l'homme politique, c'est l'humilité. Olivier Kamitato a émis une idée. Cette idée, nous la discutons depuis la table ronde de Bruxelles de 1959. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, le débat était à la table ronde. De 1959. Il y a plusieurs formes de l'État, parmi lesquelles le fédéralisme. C'est une des formes de l'État. Enseignant en Sciences Po. Vous n'allez pas en Sciences Po, maintenant prendre tous les livres de Sciences Po, dire que cette forme de l'État n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Il émet une idée. On peut ne pas être d'accord, alors donner les arguments. Pourquoi vous êtes contre? Dans le contexte congolais, quels sont les avantages et quels sont les avantages les inconvénients du fédéralisme? Jusqu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous avons vécu les centralismes. L'État congolais est centralisé depuis l'indépendance. Nous avons un État centralisé. Nous en sommes où? On peut réfléchir, non? Nous avons un État centralisé. On n'a jamais essayé un État fédéral. La forme de l'État depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Dans le fédéralisme, qu'est-ce qui serait différent? Puisqu'on a les mêmes acteurs. On va y arriver d'abord. Relevons d'abord, nous avons vu les centralismes. Nous y sommes là. Où on commence à vendre le poste ministériel à $1 million. Regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Regardons-nous dans les yeux. Notre pays est aujourd'hui en danger de disparition. On a centralisé les pouvoirs. Moi, je constate que la centralisation du pouvoir au Congo, je constate que ça ne marche pas. Le pouvoir n'est pas plutôt de centraliser. Le pouvoir on a un système de gestion qui est d'ailleurs fortement décentralisé. Non, c'est Kinshasa qui décide de tout. Peut-être que le problème, c'est au niveau de l'application, mais... Kinshasa décide de tout. On va prendre la Constitution par les 40% de rétrocession. Est-ce que saviez-vous que les provinces peuvent avoir ou signer des partenariats avec d'autres pays? Oui, ben, j'ai dit, Kinshasa, dans la pratique, dans notre pratique de la politique congolaise, tout se décide à partir de Kinshasa et c'est Kinshasa qui impulse dans les provinces. Et donc, j'ai dit... Alors, le problème, ce n'est pas l'unitarisme ou le fédéralisme. Le problème, c'est la gouvernance. C'est que font les hommes... J'allais arriver. Qui gèrent. Donc, le fédéralisme, on ne l'a jamais essayé. Il a aussi certainement ses défauts et ses qualités. Mais assimiler le fédéralisme à la balkanisation, c'est faire preuve d'une ignorance déconcertante. Mais comment ça? Parce que il y a des États fédéraux. La Suisse est un État confédéré. Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Le Brésil, le Nigeria. Le contexte, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont les hommes qui font la forme de l'État. Ce sont les hommes. C'est lui qui vend aujourd'hui le poste ministériel à $1 million dans l'État unitarisme. Il vendrait. On est à la fin. Non, je veux dire, c'est les hommes. Ce sont les hommes qui font la forme de l'État. Si vous êtes médiocre dans l'État unitaire, vous serez médiocre dans l'État fédéral. L'État fédéral ne décrète pas des hommes excellents. Non, ce sont les hommes qui construisent l'excellence. Et donc, si vous êtes médiocre dans l'État unitaire où nous sommes aujourd'hui, où on vend le poste ministériel à $1 million, vous serez médiocre dans l'État fédéral. Donc, ça veut dire que ce sont les hommes qui font les régimes. Ce sont les hommes qui font les régimes. On est à la fin. Maintenant, dans le contexte actuel du Congo, ça c'est mon point de vue. Ça dans le passe contexte ou ça casse? actuel du Congo, non. Il n'a pas demandé ça passe ou ça casse. Il a mis un débat, Olivier Kamitato. Mais j'ai dit que ce débat est malvenu. Ce que je peux dire aujourd'hui, le débat est malvenu parce que déjà nous n'avons pas, même l'État unitaire, nous n'avons pas. Nous n'avons pas d'État aujourd'hui. Il n'y a même pas d'État.
Nous devons construire d'abord l'État dans ses frontières reconnues internationalement avant de parler de tout autre débat. Donc notre combat d'aujourd'hui, c'est que le Congo doit recouvrer sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale qui est menacée. Une fois recouvrée l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, les débats peuvent venir sur la table. Merci. Et s'il le faut, les Congolais vont à leur tour décider. Voilà, il a commencé l'émission, vous allez finir. La proposition de loi initiée par Eliezer Tamboué pour retirer certains avantages à l'ancien chef de l'État au regard de la loi portant statut de l'ancien chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez à suivre l'actualité de la semaine. C'est le combat contre Joseph Kabila. Lorsqu'on indexe les hommes, lorsqu'on stigmatise les hommes, je ne suis pas partisan de ces débats-là. Parce qu'on vise un homme. Je ne sais pas. Il me semble que Maman Olive a déjà dit que cet argent n'était pas payé. Il me semble. Hein? J'avais déjà entendu à un moment donné, il y a 2 ans, Maman Olive avait dit que cet argent n'était même pas payé. Que cet argent payé aux anciens présidents de la République soit excessif. Oui, je pense que c'est excessif. Je pense que c'est excessif. Mais nous ne pouvons pas tailler une loi. Nous ne pouvons pas faire une loi à la taille d'un individu. C'est ce qui a été fait. Et il s'insurge contre ça aujourd'hui. Oui. Même pour faire des poursuites contre Kabila, il est impossible. Il faut réunir le 3/4 des chambres réunies en congrès. Si vous n'avez pas d'ancien président aujourd'hui, demain, vous n'aurez pas non plus d'ancien président. Retenez ce que je vous dis. Vous savez pourquoi, à Sand City, on a décidé de faire une démocratie apaisée. Si vous vous attaquez au président de la République d'hier, vous l'attaquez aujourd'hui, demain, Félix Antoine Tshisekedi sera attaqué. Merci. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Une démocratie s'est bâtie dans la paix. Une démocratie s'est bâtie dans l'amour. Une démocratie s'est bâtie dans la confraternité. Arrêtons parce qu'on n'aime pas Kabila. Et donc, on fait des lois pour lui ôter les avantages. Ces avantages-là, demain, vont bénéficier à Félix Antoine Tshisekedi. Ne l'oubliez pas. Arrêtez les fanatiques. Moi aussi, je suis fanatique, mais des verts clubs. Quand on sait que vous avez la majorité dans les 2 chambres, pensez-vous que cette loi va aboutir? Et que pensez-vous d'abord de cette initiative menée par un député de l'Union sacrée? J'y mettrai un mot dans 30 secondes. Mon vieux m'avait donné un conseil, par le fait de ne m'avoir pas compris, mais je voulais aussi lui donner un conseil. Cher aîné, vous êtes une école. Nous avons commencé la politique en vous suivant. C'est vous qui nous avez donné le goût à l'époque, croyant que vous alliez garder votre ligne. Malheureusement, les événements ont fait que vous puissiez basculer. Mais je pense que quand vous dites être cartésien, un cartésien ne spécule pas. Vous ne saurez pas brandir les preuves de 1 million que vous êtes en train de crier plusieurs fois ici. Un cartésien ne se comporte pas de la sorte. Pour répondre à votre question, je voulais ici dire que arrêtons d'être ces politiciens qui pleurnichent lorsque Noël Tchani amène sa loi, Katumbi dit on me vise. Lorsque Eliezer fait la proposition, c'est Kabila. Or, les lois sont impersonnelles. Les lois sont faites pour la société. Mais quand on y voit l'intention de nuire. Attendez, pourquoi j'ai dit les lois sont impersonnelles? Joseph Kabila est ancien président, jouissant de ses avantages. Demain, tu peux aussi être ancien président. Tu sais qu'il le deviendra bientôt. Mais pourquoi lorsqu'on dit réduire, on n'a pas dit réduire les avantages de Joseph Kabila? Mais on dit revoir la loi sur les anciens présidents. Pas un ancien, les anciens. C'est-à-dire après lui, il y en aura. On parle d'abord de lui puisque c'est lui le premier ancien président conformément à la loi, à la démarche démocratique. Tu sais qu'il le devient bientôt. Mais pourquoi lorsque Eliezer... Mais pour l'instant, c'est le seul que nous avons. Et au regard de l'acharnement de tout ce qui s'est dit, il n'y a pas acharnement. On s'est dit, c'est lui qui est visé. Mais il est visé pourquoi? Pourquoi serait-il visé? Lorsque Joseph Kabila a des actes répréhensibles, il doit répondre de cela devant la justice. Il ne faudrait pas qu'il y ait des lois. Parce que c'était ça le problème. Ne soyez pas dans la spéculation, il faut plutôt le démontrer. Je dis, lorsque Joseph Kabila c'est vous qui vantez le fait d'être cartésien, c'est pas moi. Lorsque Joseph Kabila pose les actes répréhensibles, il ne doit pas se couvrir des lois. Joseph Kabila, sachant qu'il a été accusé de meurtres, de tueries, de tout, alors avec sa majorité, il a construit des lois pour se faire un roi qu'on ne pourrait pas toucher. Mais Tshisekedi, puisque il n'est pas impliqué dans ça, il ne se voit pas menacé de poursuites après son règne. Pourquoi doit-on garder cela lorsqu'Eliezer voit que ça ne peut pas se passer de cette manière-là et il fait la proposition? Mais pourquoi la proposition d'Eliezer
est vue de cette manière-là, mais la proposition de Kamitatu, on pense que c'est une simple réflexion. Je voulais chuter en disant, imaginez seulement que ce que Kamitatu a proposé venait de Tshisekedi, du camp Tshisekedi. La réaction serait laquelle? Allez, merci beaucoup. C'est à moi de terminer. Hein. Non, on a l'affaire. C'est à moi de terminer. Hein. On a l'affaire. Il a pris S'il vous plaît, la question de signal, peut-être... Non, parce qu'il parlait de cartésien, je voulais tout simplement dire, vous avez la source. C'est ça, être cartésien, la source, c'est laquelle? Vous avez la source de cette information de $1 million. La source, c'est là, il est de l'UDPS. Il parle de l'UDPS parce qu'il était candidat. Donc, vous avez la source dans les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas cartésien, c'est d'accuser Kabila, ce qui n'est pas cartésien. Vous me décevez. C'est d'accuser Kabila sans preuve. Je suis déçu. Allez, merci beaucoup. Merci de votre tolérance. C'est à moi de vous remercier. Merci aussi de votre tolérance. En tout cas, ça a été un débat constructif. Nous pensons que ça va changer la donne pour que le pays puisse recoller ou décoller, s'il faut bien utiliser les mots. Merci de votre confiance. À la prochaine.